Bonjour à tous. Merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro des actualités Covid-19 sur Mediscoop, où on va couvrir l'actualité épidémiologique et scientifique. Donc, je suis Scardi Aviary, je suis médecin de santé publique et spécialiste en développement de médicaments, et je suis avec le docteur Renaud Prével, qui est médecin-chercheur et praticien en réanimation à Bordeaux. Bonjour à tous, bonjour Scardi. Donc, on attaque tout de suite avec les derniers chiffres épidémiologiques de Santé publique France. Donc, on est à près de 90 000 cas confirmés, dont 23 000 retours à domicile. Et vous pouvez voir ici la courbe depuis le début de l'épidémie qui augmentait de façon exponentielle initialement. Un confinement le 17 mars, à peu près au milieu du graphique. Encore une augmentation un peu exponentielle du nombre de cas. Et puis une cassure de la courbe sur ces derniers jours, mais qui augmente toujours. Là, je vous ai représenté le nombre d'hospitalisations à gauche, dont le nombre d'hospitalisations en réanimation à droite. Donc, vous pouvez voir que le nombre total de patients hospitalisés se stabilise, ainsi qu'en réanimation. Il a même baissé légèrement hier pour la première fois. Néanmoins, c'est une sorte de flux tendu, c'est-à-dire qu'il y a autant de patients qui rentrent que qui sortent ou qui malheureusement décèdent. Donc là, je vous ai représenté le delta journalier. À gauche, en orange, vous avez les hospitalisations. Donc, on arrive quasiment à zéro avec un flux tendu. Et à droite, en rouge, les réanimations. Même chose. Et puis ensuite, vous avez les chiffres cumulés. À gauche, vous avez le nombre de nouveaux cas qui zigzaguent un peu avec les retours qui ne sont pas toujours à la minute près. Le nombre de retours à domicile. Donc, les retours à domicile se stabilisent vers environ 2000 par jour. Le nombre de nouveaux cas se stabilise environ vers 4000 par jour. Et les décès à droite qui sont aussi stabilisés. Alors, cette stabilisation, elle est encourageante par certains côtés. La charge sur l'hôpital est en train d'arrêter d'augmenter. Néanmoins, elle peut aussi être inquiétante pour d'autres raisons. Là, la période qui est représentée, c'est depuis le début du confinement. Donc, vous voyez au début, le nombre de nouveaux cas, il augmente, et ensuite, il se stabilise à quelques zigzags près. Il faut savoir que l'intervalle entre un patient qui a la maladie et qui le transmet à un autre patient, c'est en moyenne 5 jours environ. Donc là, il y a déjà eu 4 intervalles. Donc, vous prenez par exemple une famille de 4. Papa est asymptomatique et a le Covid au début du confinement. Il le transmet à maman, qui le transmet à l'aîné, qui le transmet au cadet. Ça fait maximum 20 jours et en pratique, papa va pas mettre exactement 5 jours à le transmettre et il va plutôt avoir tendance à transmettre à la fois à maman et à l'aîné. Donc ça peut expliquer cette augmentation qu'on avait au début, mais on devrait s'attendre au bout d'un moment à avoir une réduction. Et ce n'est pas encore ce qu'on observe, et ce n'est pas ce qu'on observe. Donc une crainte qu'on peut avoir, c'est qu'en fait, même avec une mesure aussi drastique que le confinement, tout ce qu'on arrive à faire, c'est stabiliser l'épidémie, mais pas vraiment la faire reculer. Donc ça pose vraiment question sur quelle va être la stratégie de déconfinement, qu'est-ce qu'on fait dans le futur. Est-ce qu'on met en place d'autres mesures d'un isolement réactif, du dépistage de masse? C'est des choses qui sont en train d'être réfléchies, mais il va probablement falloir faire quelque chose. Le confinement n'a pas suffi. Après, c'est aussi des questions de discipline. Il recommence à faire beau, les gens sortent un peu plus. Ils supportent peut-être moins bien le confinement au bout d'un certain temps. Donc, il y a des questions un peu pratiques de terrain qui sont aussi importantes. Et on va voir dans les prochains jours si le nombre de cas recommence à descendre ou si il va falloir réfléchir à d'autres mesures pour pouvoir déconfiner. Donc ça, c'est la situation en réanimation des hospitalisations en France, donc avec les 3 régions principales où il y a des hospitalisations, qui sont le Grand Est, l'Île-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes, où il y a eu un peu d'augmentation, mais pas énorme sur la dernière semaine. Donc ça, c'était pour le point épidémiologique. Je vous propose de passer aux actualités plus scientifiques dans les grands journaux médicaux. Donc, on va commencer par les actualités que j'appelle respectables, c'est-à-dire avec des journaux à comité de lecture, où il y a quelques allers-retours, les choses sont plus validées et sont solides, mais il y a moins de choses qui sortent sous cette forme. Et tout à l'heure, on va parler un petit peu des pré-publications, qui sont un rythme plus rapide, qui est plus propice au temps de l'épidémie, mais qui est moins bien validé. Je vais parfois faire référence au numéro de la semaine dernière avec le professeur Benoyou, que je vous encourage à aller voir si vous ne l'avez pas déjà vu, au cours de cette présentation. Donc ça, c'est une étude qui est parue dans le New England Journal of Medicine sur un dispositif pour se protéger pendant les intubations, qui produisent beaucoup d'aérosols. C'est une sorte de boîte qui n'est pas forcément très pratique si l'intubation est difficile, mais qui peut vous aider. Et donc, pendant cette étude, ils ont en fait fait une simulation. Ils ont fait éclater un ballon dans la trachée du mannequin pour simuler une toux avec un marqueur fluorescent qu'ils pouvaient ensuite visualiser. Donc, c'est une situation un petit peu artificielle, mais ça permet de bien se représenter les choses sur ce qui se passe dans la vie réelle. Donc, vous voyez qu'il y a des contaminations au niveau des oreilles et du cou, en haut à gauche,
et bien sûr des mains, du torse. Donc ça, c'était sans la boîte. Et la version avec la boîte, c'était surtout évidemment au niveau des mains, puisque l'opérateur passait juste les mains. Et on a aussi par terre. Alors, dans la vraie vie, je ne vous passe pas la vidéo, mais l'éclatement du ballon était un peu violent et pas tout à fait comme une toux. Mais dans la vraie vie, il y a aussi des gouttelettes plus petites, invisibles à l'œil nu, qui voyagent plus loin sans avoir besoin d'une force élevée. Cardi, puisque tu parles d'intubation, je t'interromps 2 minutes, puisqu'on a des questions sur effectivement comment réanimer les patients Covid. Il faut les réanimer comme toute détresse respiratoire aiguë, avec une intubation qui effectivement doit être entourée de toutes les précautions pour éviter de se contaminer de ce dont tu viens de dire. Mais je pense qu'avant l'intubation, il y a toujours une place pour l'AVNI et l'Optiflow, avec plus de précautions, mais c'est pas parce que les patients sont Covid qu'il faut faire les choses vraiment différemment et intuber tout le monde sans réfléchir. Il y a quand même l'intubation, c'est une épreuve et un cap dans cette maladie parce qu'on sait qu'on part pour des durées de ventilation assez loin. Et il y a certains patients qui arrivent à passer ce cap de détresse respiratoire avec soit de la VNI, soit de l'Optiflow, soit les deux combinés. Et il n'y a pas de raison de les priver de cette chance pour ceux qui le tolèrent correctement. Quand on règle le respirateur, effectivement, ces patients, on en reparlera avec tes données physiopathologiques ensuite, quand on a l'impression qu'ils ont une atteinte endothéliale prédominante par rapport à l'atteinte épithéliale. Et peut-être que c'est des patients pour lesquels on a besoin de niveaux de pression de fin d'expiration sur le réglage du ventilateur qui sont un petit peu plus basses que les patients qui ont des SDRA avec une atteinte épithéliale et qui ont tendance à avoir une grosse atelectasie facilement. Et enfin, on posait la question de l'ECMO. L'ECMO, jusque-là, c'est quand même une technique de sauvetage d'oxygénation. Et donc, je pense que ça doit être réservé pour les patients les plus graves, pour qui, malgré la mise en place de curarisation, de décubitus ventral et d'optimisation de tous les paramètres ventilatoires, ils gardent une hypoxémie profonde. Et donc là, il faut se rapprocher d'un centre d'ECMO pour en discuter avec eux. Mais il n'y a pas d'indication à le faire plus précocement que d'habitude. Et puis enfin, on demande également pourquoi c'est si difficile d'extuber ces patients-là. C'est très difficile parce que le passage du mode de ventilation assistée contrôlée, où c'est la machine qui fait tout le travail, par rapport au mode ensuite de ventilation spontanée, où on ne fait qu'aider le malade quand il demande, lui, à respirer, est très difficile parce qu'ils ont des problèmes d'adaptation au ventilateur. Et donc, on a du mal à les faire respirer tranquillement de façon adaptée au ventilateur, possiblement à cause de l'atteinte respiratoire, possiblement à cause d'une atteinte neurologique du virus, pour l'instant on ne sait pas trop, possiblement aussi parce qu'ils ont des grosses doses de sédatifs au cours de la ventilation initiale et qu'en plus ils sont stressés parce qu'on leur dit dans les médias, si vous venez en réanimation, ça va être grave, ils n'ont pas de matériel, ils n'ont pas de personnel, donc les gens sont assez anxieux avant d'être intubés. Voilà pour la petite parenthèse intubation et ESDRA. Merci beaucoup. On passe à une étude épidémiologique, cette fois en Corée. Donc, ils sont un des pays où ils ont le mieux maîtrisé cette épidémie, le pays où ils ont quasiment le mieux maîtrisé. Donc là, ils ont suivi les cas individuellement, qui transmettait à qui le virus. Et donc, ce qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'ils avaient un patient asymptomatique qu'ils n'ont pas détecté tout de suite, qui a transmis à 3 autres patients. Et ils n'ont réussi à rattraper ça qu'en faisant du test systématique. Donc c'est un vrai sujet pour le déconfinement de la transmission occulte. Et là, même avec une surveillance épidémiologique rapprochée, ils ont raté un cas, puis 3, et puis quelques jours plus tard, 9 s'ils n'avaient pas réussi, et ainsi de suite. Cardi, est-ce que tu penses que la sérologie Covid-19 dans le dépistage de masse pourrait avoir une place en plus de la PCR ou à côté de la PCR? Alors oui, surtout au stade de l'épidémie où on est maintenant, il y a des gens qui ont eu le Covid, mais qui ne l'auront plus, parce qu'ils sont immunisés. Après, il faudra qu'on ait une sérologie qui marche bien, et pour le moment, ça n'a pas l'air d'être encore le cas. Il y a beaucoup de choses qui sont en cours de développement, mais ce sera un outil éventuellement qu'il faudra utiliser, oui. Alors, dernier point sur cette étude, c'était dans ce contexte d'une épidémie très surveillée, le temps entre le début des symptômes et le diagnostic, c'était de 4 jours. On parlait la semaine dernière des transmissions présymptomatiques du virus. Donc, on est infectieux pendant 5 jours, une semaine avant d'être symptomatique, 5 jours, une semaine après. Si on met 4 jours à faire le diagnostic et à mettre en place l'isolement, vous voyez bien qu'on ne va pas réussir vraiment à limiter la propagation de l'épidémie, en tout cas si on n'isole que les patients qui sont malades et pas aussi leurs contacts. Donc ça a aussi des implications sur le niveau d'isolement qu'il faut mettre en place autour des malades.
Là, c'est une autre étude qui est sortie sur la survie du virus dans différentes conditions. C'est une étude qui est intéressante parce que pour une fois, c'était vraiment la survie du virus capable d'infecter des cellules, alors que la plupart du temps, on a des PCR qui ne détectent que des morceaux de virus, des morceaux d'ARN, mais pas du virus entier capable d'infecter. Donc là, sur ce premier tableau, c'est l'effet de la température. Vous voyez à gauche le temps de survie du virus et en haut, les différentes températures testées. Le virus survit très longtemps à 4 degrés, à température ambiante environ une semaine, à 37 degrés environ une journée, et puis à 56 puis 70 degrés, il est détruit très vite. Donc ça peut avoir des conséquences si vous voulez stériliser un équipement contre le Covid. 70 degrés, ça peut suffire. Et on verra tout à l'heure, il y a une étude qui est sortie sur l'impact de la température sur les masques. Si vous utilisez des conditions très agressives de stérilisation, vous pouvez dégrader le masque, alors qu'à 70 degrés, il résiste très bien. Donc ça peut être un sujet pour certains équipements qui sont plus ou moins fragiles. Dans cette étude, ils ont aussi testé la survie sur différentes surfaces. Et vous voyez en bas à droite que le masque, malheureusement, est une des surfaces sur lesquelles le virus survit le plus longtemps. Donc, si pour des raisons X ou Y d'approvisionnement, de logistique, vous avez besoin de réutiliser un masque, soit vous attendez très longtemps, soit vous le passez au four ou à l'étuve pendant 10 minutes à 70 degrés. Ils ont testé aussi différents types de désinfectants. Donc, ils marchent tous. Il y avait juste le savon dilué qui marchait pas très bien, mais il était très dilué. Donc là, on ne parle pas de savon pour se laver les mains, mais plutôt pour laver les sols ou les surfaces, ce genre de choses, qui mettaient un petit peu plus longtemps à stériliser le virus. Et enfin, le pH n'avait pas vraiment d'effet. Dernier point sur les graphes, ils ont remarqué que le virus a toujours une cinétique qu'ils appellent biphasique, c'est-à-dire qu'il décroît très vite au début. Il se dégrade, une grande partie du virus se dégrade vite au début, et une partie du virus est résistante pendant plus longtemps que ce qui serait attendu. Donc c'est plutôt rassurant, même en cas d'erreur, vous avez une grande partie du virus qui peut avoir été détruite avant qu'il ait été complètement éliminé. Néanmoins, il faut évidemment faire attention, puisque même de petites quantités peuvent vous infecter. On passe ensuite à une analyse épidémiologique de l'épidémie en Chine, qui retrouve des graphes qu'on a déjà un petit peu vus avec des taux de mortalité qui sont très élevés à droite sur les patients de plus de 80 ans, élevés à 70 ans, et puis ça décroît assez rapidement. Ce qui est un peu original dans cette étude, c'est qu'ils ont relevé que beaucoup de cas n'avaient pas été confirmés, et que donc le taux de mortalité est probablement plus faible que ce qu'on attendait, donc on entendait un petit peu ça. Le taux de mortalité brut avait l'air d'être autour de 2,5%, et puis en ajustant bien, ils se rendent compte qu'ils sont en dessous de 1%, alors avec toujours des pincettes, puisqu'on n'est jamais sûr d'ajuster correctement. Mais en tout cas, c'est plutôt rassurant. Néanmoins, 1% de toute la population, c'est quand même énorme, et donc en pratique, les mêmes recommandations s'appliquent. Là, c'est un autre suivi épidémiologique de jeunes patients qui ont une Covid en Espagne au début de leur épidémie, où ils ont remarqué que ça touchait de façon préférentielle les enfants qui avaient d'autres maladies. Et puis, la valeur de la notion de comptage. Donc ici, au début de l'épidémie, il y avait plus de patients qui n'avaient pas de comptage avec un cas confirmé que de patients qui en avaient. Alors évidemment, ils ne testaient pas de façon très large, donc forcément, ils ont raté des cas. Néanmoins, ça donne une idée sur la notion de comptage de ne pas lui accorder trop de valeur. Donc ça, c'était tout pour les actualités des grands journaux scientifiques. Et là, on va passer plutôt aux publications issues de serveurs de prépublication. Bon, j'ai mis le nom ici. Donc, qui sont des publications qui sortent très vite, qui sont moins bien validées que ce dont je vous parlais jusqu'ici, mais qui sont aussi souvent plus intéressantes parce que c'est plus rapide et plus riche. Donc ça, c'est juste un modèle statistique pour rappeler. Donc c'est un modèle qui permet d'agréger des essais cliniques effectués avec différentes indications et avec différents critères de jugement. C'est juste une diapo pour rappeler que donc ça, on peut bien le faire quand les essais sont randomisés. Par contre, quand les essais sont en simple bras, c'est très difficile à agréger. Donc c'est pour garder à l'esprit parce qu'on voit beaucoup d'essais simple bras avec 20 patients qui marchent un peu mais pas trop et on ne sait pas. Si vous avez des essais randomisés, même avec peu de patients, vous êtes capable de les agréger statistiquement et d'avoir des choses plus solides à la fin. Alors que vous allez avoir beaucoup de mal à agréger des données issues d'essais simple bras. Donc, comme toujours dans les essais cliniques, la randomisation est vraiment un facteur clé, quitte à ne pas avoir suffisamment de patients pour conclure simplement avec les patients que vous incluez vous-même et à faire ça pour faire une méta-analyse derrière. Et en parlant d'essais monobras sur 20 patients, il y a eu le siltuximab, qui est un anti-interleukine 6 qui a été testé par une équipe italienne. Donc, c'était des patients qui ont été traités rapidement après leur hospitalisation à J3 en médiane.
qui recevaient tous de la ventilation non invasive, dont on parlait tout à l'heure. Et il y en a environ un tiers qui se sont améliorés, une petite moitié qui est restée sous VNI et un quart environ qui a dû être intubé. Donc, c'est difficile de dire beaucoup de choses avec une étude simple bras. Peut-être, Renaud, tu as un avis sur ces chiffres. Est-ce que c'est encourageant? Alors, effectivement, sur 20 malades en monobras, c'est compliqué de tirer des conclusions. Je pense qu'il faut attendre les grands essais qui sont en cours, en particulier pour le tocilizumab et le sarilumab, qui sont d'autres anti-IL-6. Il y a des essais et industriels et académiques. Et en particulier, il y a la cohorte Corimmuno qui a été lancée par la PHP, mais avec d'autres centres en région, qui est en train d'inclure à peu près 240 malades pour le tocilizumab et pour le sarilumab. Et avec des données envoyées quasiment en temps réel. Donc, on devrait avoir les premières réponses assez rapidement sur des études avec beaucoup plus de patients et une méthodologie bien meilleure. Sachant que tous les interleukines 6 ne sont pas strictement équivalents biologiquement, donc il est possible qu'on ait des résultats un petit peu différents selon les situations. Tout à fait. Ça, c'est une étude sur les antiviraux cette fois-ci. Donc, on parlait la semaine dernière de cette phase avec une réplication virale importante plutôt au début de la maladie, et puis ensuite, pas tant que ça de virus, mais surtout des phénomènes inflammatoires qui sont au premier plan. Donc là, c'est plutôt pour la phase virale de la maladie. C'est un screening qui a été fait sur des médicaments qui sont plutôt dirigés contre le VIH à la base et qui sont tous déjà testés chez l'être humain. Donc à gauche, vous avez les concentrations in vitro sur boîte de Petri qui inhibent le virus, et à droite, vous avez une confrontation de ces concentrations aux concentrations qu'on arrive à obtenir chez l'être humain. Donc, on connaît par ailleurs parce qu'on a déjà fait des essais. Donc là, ils mettent en avant le nelfinavir, qui est un antiviral qui, à ma connaissance, n'est pas disponible en France, qui est disponible aux États-Unis. Et il y en a un autre, le tipranavir, dont ils ne parlent pas trop, mais qui, lui, par contre, est disponible en France. J'ai vu aucun essai sur cette molécule spécifiquement. Ça pourrait être intéressant de voir plutôt dans les phases précoces de la maladie si cet antiviral a un effet. Après, c'est pas parce que on a un bon ratio des concentrations efficaces aux concentrations réelles que ça marche. Le deuxième médicament en partant de la gauche, qui est le lopinavir sur ce graphe à droite, sur cet histogramme à droite, a été testé en essai clinique et n'a pas eu des résultats très convaincants. Donc, prudence avant d'essayer des choses. Donc ça, c'est juste un résumé très rapide d'une étude qui est sortie. Donc, on a beaucoup de choses on parle beaucoup des IEC et des ARA2 en ce moment. Au rayon hypertension, si je puis dire, ou vasculaire. Il y a aussi cette étude épidémiologique qui est sortie sur des patients qui avaient des agonistes alpha-1, des médicaments plutôt pour les problèmes de prostate. Et donc, avec un modèle bien ajusté, ils ont l'air de trouver qu'il y a moins d'aggravation chez les patients qui ont ce traitement. C'est observationnel, donc on ne sait pas trop quoi en faire pour le moment, mais ça alimente cet aspect de la physiopathologie et des traitements potentiels. Donc, en parlant d'IEC et d'ARA2, il y a encore une autre étude épidémiologique chinoise qui est sortie, qui n'a pas tout à fait suffisamment de patients pour conclure, mais qui a l'air de trouver une tendance à l'amélioration parmi les patients qui ont une hypertension, ceux qui sont traités par IEC et ARA2 versus ceux qui sont traités par d'autres médicaments. Donc, il y a eu 11 décès sur 83 avec les autres médicaments et 2 sur 43 avec les IEC ARA2. Ce n'est pas suffisant pour conclure simplement sur cette étude. Ça va dans le même sens qu'une étude dont on parlait la semaine dernière, et ça motive encore plus pour faire des essais sur ces molécules qui sont en cours. Ça, c'est un autre travail un petit peu similaire à ce que je vous ai montré sur les antiviraux, où il y a eu un screening qui a été fait avec toutes les drogues approuvées par la FDA aux États-Unis pour trouver celles qui sont approuvées et qui pourraient marcher sur le virus. Donc, on voit l'azithromycine et l'hydroxychloroquine, la première ligne EC50. Plus la valeur est basse, et plus ça veut dire que des petites quantités de médicaments suffisent à inhiber le virus. Alors, ces EC50 sont plus basses que les autres, mais c'est quand même assez élevé. Donc, toutes ces molécules ne sont pas des très bons inhibiteurs du virus. C'est ce qui explique en fait le test qui a été fait en combinaison avec l'hydroxychloroquine et l'azithromycine. Mais comme on a vu tout à l'heure, ça ne veut pas dire que ça marche en clinique. Et là, il n'y a pas de confrontation avec les concentrations obtenues chez l'être humain, comme ce que je vous montrais tout à l'heure. Avec l'azithromycine et l'hydroxychloroquine, on est juste à peu près pas trop mal. Avec l'oméprazole, par exemple, on est largement au-dessus de ce qu'on obtient en général chez l'humain, donc il faudrait mettre des doses énormes pour obtenir ça. Puis en bas, il y a le remdesivir qui est représenté, qui est un antiviral qui est développé par un industriel, qui a l'air aussi de marcher contre le Covid-19. On va en savoir plus dans les
dans les jours qui viennent, puisqu'il ne devrait pas tarder à publier les premiers résultats. Oui, tout à fait. Sur l'étude de l'industriel, ils ont fini les inclusions de la première partie, parce que c'était une phase 3 en 2 parties. Le gros souci qu'il y a, c'est la toxicité rénale, donc il faudra voir vraiment les résultats détaillés et le rapport bénéfice-risque de ce médicament. C'est vrai que dans l'urgence, on a souvent tendance à dire « Ah, ça a l'air de marcher, on l'utilise directement ». Après, toutes les méthodes scientifiques et cliniques qu'on a développées pour les autres maladies, l'insuffisance cardiaque, c'est pas moins grave que le coronavirus. Et si on n'utilise pas des médicaments expérimentaux comme ça en clinique de tous les jours, il y a bien une raison. Et cette raison s'applique aussi pour le coronavirus. Et pour revenir juste un instant du coup sur la balance bénéfice-risque, juste un petit rappel sur l'hydroxychloroquine. Alors, pour l'instant, il n'y a pas encore d'essai qui montre un réel bénéfice, mais les pharmacovigilances de Nancy, qui est le centre national de référence là-dessus, rapportent 7 arrêts cardiaques, donc 4 non récupérés sur les troubles ventriculaires, et plus de 50 malades ayant eu des troubles ventriculaires graves, les ayant conduits en réanimation. Donc, tant qu'on n'a pas l'efficacité prouvée de cette molécule, il ne faut pas oublier qu'il y a des effets secondaires potentiellement graves et être très prudent. Et si vous choisissez de l'initier, avoir un suivi très proche et très rapproché au niveau de la conduction. Et puis, pour faire une petite parenthèse sur ces histoires d'IEC et ARA2, probablement qu'il faut séparer l'analyse de ces deux traitements puisqu'ils n'ont pas le même mécanisme d'action. Les IEC sont des inhibiteurs de l'enzyme de conversion, alors que les ARA2 vont inhiber le récepteur. Et une des voies physiopathologiques de l'efficacité de ces médicaments, ce serait de bloquer le récepteur à l'ACE2, donc l'enzyme de conversion de type 2. Ce que fait l'ARA2, en particulier, il le maintient avec un de ses corécepteurs en inhibant l'entrée du virus dans les cellules, alors que les IEC ne feraient pas ça. Toujours au conditionnel. En attendant plus de réponses, il y a des études qui sont en cours, en particulier sur les sartans, que ce soit aux États-Unis et en France, sur la prévention dans les formes non sévères de la maladie. Et donc, attendons les résultats de ces études avant de pouvoir conclure. Et le message pour l'instant, c'est de ne pas modifier les traitements des patients hypertendus au long cours tant qu'on n'a pas plus de données, parce qu'on ne sait pas si c'est délétère ou bénéfique ou si ça n'a aucun effet de les avoir. Donc ça, c'est un travail sur l'expression du récepteur ACE2, qui est un récepteur classique. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'initialement, on avait ce modèle d'un virus qui se multipliait directement dans le poumon, qui détruisait l'épithélium, et voilà, et c'est pour ça qu'il y avait une détresse. Là, on commence à voir que c'est un petit peu plus compliqué. Il y a très peu d'expression d'ACE2 dans les pneumocytes de type 2, notamment, on va parler juste après. On en retrouve un peu plus dans d'autres tissus, digestifs, vésicules biliaires, le cœur, un peu le cerveau aussi, et puis les reins et les testicules. Et je te coupe juste 2 secondes pour dire que c'est quand même intéressant parce que ce sont les organes qui sont touchés au cours du Covid, le poumon, les reins, le tube digestif avec des grosses diarrhées et puis des atteintes neurologiques pas très caractérisées pour l'instant, mais avec cette fameuse dysgeusie et anosmie dont on a parlé depuis une dizaine de jours. Ouais. Et donc, pour le moment, l'idée d'une lésion directe du poumon n'est pas très claire encore. Donc, on va voir sur la diapo suivante. Donc ça, c'est un travail de séquençage très précis par cellule unique pour vérifier quel microtype cellulaire dans le poumon exprime ACE2. Et donc, ce travail en trouve dans les pneumocytes de type 2, mais il en trouve très peu. Parce que vous voyez en haut à gauche, vous avez quelques points qui sont des cellules qui expriment la CE2. Et juste en bas, sur un autre marqueur, vous avez toutes les cellules qu'ils ont testées qui correspondent à ce type cellulaire. Donc, c'est vraiment une minorité de cellules. Après, il est possible qu'au cours de la maladie, donc ça, c'est chez des sujets sains, il est possible qu'au cours de la maladie, l'expression change, etc. Mais on n'a pas un modèle très clair de ce développement. Puis à droite, vous pouvez voir l'expression d'ACE2 dans un autre type cellulaire, qui sont les cellules vasculaires, chez des patients qui ont des problèmes de fibrose. Donc, il se pourrait qu'à mesure que l'inflammation progresse, l'expression de ce récepteur au virus soit dynamique et change, et soit sur des cellules différentes. Et on se rapproche de cette physiopathologie un peu inflammatoire et vasculaire dont on parlait avec les médicaments qui sont prometteurs, en tout cas d'un point de vue recherche observationnelle. Et il ne faut pas oublier que le SDRA, le syndrome de détresse respiratoire aiguë, c'est un syndrome et tous les patients ne sont pas homogènes. Et là, récemment avait été décrit dans le SDRA un profil plutôt épithélial peu inflammatoire et un profil d'activation endothéliale très inflammatoire. Et on a vraiment l'impression que les patients Covid sont dans cette deuxième catégorie d'inflammation avec une atteinte endothéliale et ce qui pourrait permettre effectivement de discuter ces traitements d'immunomodulation. J'en profite juste pour avoir une réponse à une des questions qui est posée. Quand est-ce qu'envisager l'IL6 ?
Pour l'instant, jamais, puisqu'on n'a aucune donnée ni d'efficacité ni de tolérance de ce médicament dans le SDRA ou dans les formes non sévères. Donc, si vous voulez donner des anti-IL-6, participez à des essais cliniques. Et une fois qu'on aura la réponse de ces essais cliniques, on pourra savoir qui a un intérêt pour avoir ces traitements ou pas. Merci. Et puis là, un autre travail un petit peu du même type qui retrouve une expression du récepteur dans les cellules de la plaque olfactive et qui apporte un peu d'eau au moulin à la question de la transmission aérienne qu'on commençait à flairer, sans mauvais jeu de mots, mais qui là est un petit peu confirmé par cette expression très tôt à l'entrée du système respiratoire. Donc là, c'est un travail plus biologique et physiopathologique. On avait la semaine dernière un travail qui montrait qu'une protéine du virus, juste la protéine, donc pas un virus qui se réplique, une vraie infection, mais simplement un fragment, causait la sécrétion d'IL-6 dans des macrophages. Et là, on a un travail un petit peu similaire où ils font, par génie génétique, ils font exprimer des protéines du virus dans des cellules sans qu'il y ait vraiment d'infection. Et ces protéines suffisent à faire sécréter de l'IL-6 et de l'IL-8, deux de ces protéines. Donc le virus fait vraiment quelque chose au système immunitaire, indépendamment d'une vraie infection. Il pousse le système immunitaire dans une certaine direction. Et donc ça apporte encore un élément de réflexion sur les traitements immunomodulateurs et aussi les anti-IL-6, par exemple. En parlant d'IL-6, une équipe allemande l'a évalué en tant que marqueur pronostic précoce de l'aggravation pour prédire quels patients sont susceptibles de s'aggraver. Donc, ils trouvent une assez bonne corrélation entre les patients qui exprimaient de l'IL-6 à l'entrée, à leur première biologie, et puis ceux qui vont s'aggraver ensuite, qui vont faire une défaillance respiratoire. Alors, c'est une analyse qui est univariée, donc ils n'ont pas analysé si l'IL-6 apportait de l'information en plus, par exemple, de la saturation, de la présentation clinique. Ils ont regardé simplement IL-6, beaucoup d'IL-6 versus pas beaucoup. Peut-être que c'est assez trivial, que c'est les mêmes patients qui ont des premiers signes de détresse respiratoire qui expriment aussi de l'IL-6. Dans quel cas, ce ne serait pas très utile. Mais en tout cas, biologiquement, c'est aussi intéressant. Ils ont testé pas mal de marqueurs, plus ou moins spécifiques. Il y a des choses comme la LDH. Et puis, l'IL-6 était le meilleur prédicteur. Ça, c'est une étude d'une équipe chinoise qui a fait quelque chose d'assez similaire, qui cherchait des marqueurs pronostiques. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez en haut à droite, eux aussi. Alors, ce qui est intéressant aussi dans cette étude, c'est qu'ils sont moins partis à la pêche. Ils ont uniquement évalué des marqueurs biologiques qui avaient déjà été proposés par d'autres équipes, qui avaient déjà été retrouvés par d'autres équipes. Donc, il y a moins ce problème de trouver des choses par hasard. En haut à droite, vous voyez les résultats sur l'IL-6, qui sépare assez bien les patients qui décèdent versus ceux qui guérissent. Et puis, il y a d'autres graphiques dans cette étude sur les patients qui sont un peu au milieu. L'IL-6 est un assez bon discriminant. Eux, ils mettent aussi en avant la lymphopénie, que vous voyez en bas à gauche, qui sépare très bien les patients, mais qui est un marqueur plus tardif et donc moins utile, puisque quand le patient est déjà en VNI, vous savez qu'il a fait une forme plus grave. Tant qu'on en est sur l'IL-6, on a une question sur que dire aux patients qui sont déjà sous biothérapie. Est-ce que tu alors, que leur dire que ce n'est pas inquiétant, puisque c'est un médicament qui est utilisé comme potentiellement dans des essais pour les aider. Mais on ne peut pas non plus leur dire qu'on est sûr que ça va les aider, puisqu'on ne sait pas. Je pense qu'il y a un message de prudence qui est de les inciter à être beaucoup plus confinés et à le respecter de façon assez stricte. Et un message, comme tu le disais, de confiance, parce qu'on a quand même l'impression que la forme grave du Covid est plus liée à la réponse immunitaire de l'hôte que vraiment à l'atteinte virale du virus en lui-même. Probablement que c'est pour ça que les antiviraux ne fonctionnent pas très bien aux formes déjà déclarées et que donc continuer à prendre les biothérapies quand il y a un vrai intérêt médical pour une pathologie de fond. Et tant qu'on est dans l'immunomodulation, Cardi, est-ce que tu as vu des choses sur l'impact de la vaccination par le BCG contre les complications? Alors, j'ai vu passer quelque chose. Alors, le BCG, c'est un peu difficile. Le BCG est utilisé comme vaccin contre la tuberculose pour éviter les formes graves, mais en général, il a été utilisé 40 ans avant d'avoir le Covid, ou plus. Et puis, il est utilisé aussi comme une immunothérapie dans certains cancers, les cancers de la vessie notamment. Donc, il énerverait en quelque sorte le système immunitaire, ou en tout cas, il le ferait réagir différemment et peut-être pourrait freiner ou contrecarrer cette action directe du virus sur le système immunitaire. Pour le moment, j'ai rien vu sur l'utilisation aiguë. Il y a travaux qui disent que simplement épidémiologique, là où on vaccine plus par le BCG, on a des formes moins graves, mais c'est beaucoup lié évidemment au système de santé et à quel point les autorités poussent le système de santé. Donc c'est difficile d'en dire grand-chose. Pareil, il y a des essais qui sont en cours sur le BCG.
Juste pour compléter ce que tu as dit, c'est qu'il y a 2-3 papiers qui montraient que le BCG avait l'air de protéger les enfants qui étaient vaccinés contre d'autres maladies infectieuses, en particulier en Afrique, parce que ça boosterait, comme tu as dit, l'immunité innée. Mais encore une fois, il n'y a absolument rien sur la vaccination à la phase aiguë. Donc, les enfants qui sont protégés, qui sont vaccinés, pardon, seraient peut-être un peu plus protégés. Mais l'intérêt du BCG, une fois qu'on a le Covid, il n'y a aucune donnée et on peut absolument rien dire là-dessus pour le moment. Merci. Ça, c'est une autre, toujours au rayon biologie. C'était sur l'atteinte rénale. Donc, c'est le travail d'une équipe chinoise qui retrouve que typiquement l'urée et la créatinine ne sont pas des très bons marqueurs pour l'atteinte rénale et pour la prédiction de l'aggravation, et que la bandette urinaire avec la protéinurie et l'hématurie serait un meilleur marqueur, ce qui est complètement logique vu le caractère vasculaire et inflammatoire, que ça se voit plus sur ces deux paramètres. Un autre travail de biologie un peu plus inhabituel, c'est une approche d'apprentissage machine, de machine learning, sur toute la biologie qui était disponible, qui a été faite par une équipe chinoise, et qui retrouve un ensemble de facteurs qui sont d'assez bons prédicteurs du diagnostic de Covid-19, et pas spécialement du pronostic ou de l'aggravation cette fois-ci. Donc, c'est un outil qui est disponible en ligne à l'adresse que vous voyez en bas à gauche, plutôt expérimental et plutôt pour jouer avec à ce stade. Vous avez les basophiles et un facteur morphologique sur les plaquettes, qui sont les deux variables biologiques qui rentrent dans le modèle, qui sont un peu intéressantes. Sachant qu'on parlait la semaine dernière de cette étude dans le Lancet qui retrouvait que les dédimères en analyse multivariée étaient aussi un facteur de gravité. Alors, c'est un facteur qui n'est pas très spécifique, mais qui alimente encore cette histoire vasculaire et inflammatoire. Là, toujours sur le machine learning, donc il y a pas mal de travaux qui sont faits en radiologie. Donc, on a vu que le scanner est un assez bon moyen de diagnostiquer le Covid-19. Et les gens essayent de se lancer sur les radios de thorax, les simples radios de thorax cette fois-ci. Donc là, vous voyez en bas, c'est des radios de thorax modifiées par un algorithme. Et vous voyez que cette espèce d'hétérogénéité du parenchyme semble distinguer les patients qui ont le Covid. Dans cette étude, des patients qui n'avaient pas le Covid, ils avaient soit une pneumonie virale autre, soit un cancer du poumon, soit la tuberculose. C'est sur un petit échantillon de patients, mais ça peut valoir le coup, si vous voulez relire en détail les radios de thorax, d'essayer de chercher des signes qui permettent de le dépister assez vite. Après, avec le temps, on espère qu'on aura des PCR un peu quand on en aura besoin et qu'il n'y aura plus besoin de faire ce genre de choses. Donc ça, c'est un peu la même chose sur le scanner, mais cette fois-ci où ils ont construit un score clinique, une sorte de score clinique pour diagnostiquer le Covid-19. Donc, ils ont l'air de trouver que les lésions pleurales sont plus évocatrices que les opacités en verre dépoli dont on a beaucoup parlé de Covid-19. Ils sont relativement plus spécifiques. Donc, aussi intéressant pour voir quel signe exactement regarder. Donc donc jusqu'ici, on a parlé beaucoup des patients qui sont en contact avec le système de santé, qui sont hospitalisés. Qu'est-ce qui se passe dans la population générale au niveau de l'épidémie? Donc ça, c'est un sondage qui a été fait en Grande-Bretagne sur plusieurs milliers de patients, enfin de gens en fait, pas de patients justement, sur à quel point ils ont envie de prendre des précautions. Et donc, il n'y a pas tellement toutes les catégories de gens sont sensibles au problème du Covid-19 et prennent des précautions. Il y en a plus chez les gens plus âgés qui sont plus vulnérables, plus aussi chez les gens mariés, probablement parce qu'ils sont en famille, ils ont besoin de faire plus attention. Mais on ne retrouve pas tellement d'autres facteurs de revenus, de genre d'endroit où on vit, etc., qui rend trop confiant et téméraire vis-à-vis de cette épidémie. On va passer des choses dans la presse pas très agréables sur certaines régions ou départements de France. Et en fait, c'est plus des questions de circonstances matérielles plutôt qu'une question de préoccupation où certaines populations ne seraient pas intéressées. Scardi, excuse-moi, tant qu'on parle de la médecine de ville, pour nous à l'hôpital, c'est assez facile parce qu'on a des recommandations claires et puis on a du matériel mis à disposition. Est-ce que tu as vu des papiers sur les mesures de prévention pour nos collègues qui sont en ville, dans leur cabinet, pour qui c'est souvent plus difficile? Alors ça, effectivement, c'est difficile et les recommandations sont toujours liées à la logistique, aux masques disponibles, au dépistage et à ce genre de choses. Actuellement, comme il y a probablement pas mal de cas asymptomatiques encore qui sont en ville et dont on ne sait rien, j'aurais tendance à recommander la plus grande prudence dans la mesure du possible avec les matériels disponibles.
Mais effectivement, c'est difficile de donner des recommandations qui seront probablement plus vraies dans 3 jours ou dans une semaine. Donc là, on a un autre papier sur l'effet du niveau d'alerte en Corée du Sud. Donc, quand le gouvernement a essayé d'alerter la population, de monter le niveau d'alerte en alerte rouge, vous voyez l'effet sur le délai entre les symptômes et l'isolement. Et donc, vous pouvez voir que le délai est un peu réduit, mais pas beaucoup en fait, et qu'il ne suffit pas simplement d'alerter les gens pour que très rapidement ils s'isolent ou qu'ils le fassent au moindre signe avant-coureur. Donc, ça pose aussi question par rapport au déconfinement et à la stratégie à moyen terme, de voir ce qu'on pourra faire de plus que maintenant. Toujours sur le sujet des symptômes précoces, il y a une application, une sorte de journal de symptômes qui a été téléchargé par presque 1 million de personnes, je crois, en Grande-Bretagne, 500 000 ou 1 million. Donc, on a vraiment une espèce d'étude épidémiologique de gens qui ne sont pas malades, en fait, et qui loguent leurs symptômes. Donc, c'est intéressant de voir les signes d'appel, les premiers signes qui sont… alors, on ne voit pas très bien parce que le papier est en très mauvaise résolution, mais ce que vous voyez tout en bas, la dernière ligne, c'est la fatigue. Donc, la présentation la plus fréquente, c'est une fatigue simple sur les patients qui ont été Covid positifs. Puis ensuite, on a fatigue et toux. Et ensuite, les symptômes par ordre décroissant, c'est anorexie, fièvre et diarrhée. Donc, vous voyez que la fièvre, qui était décrite comme un signe très important, est un peu au second plan. Alors, probablement, ici, c'est parce que les gens ne la prennent pas. En fait, ils ne prennent pas leur température tous les jours systématiquement. Peut-être qu'on pourrait faire quelque chose comme ça, d'ailleurs. Mais en tout cas, en pratique, le signe d'appel, ça va rarement être la fièvre. Ça, c'est une étude phylogénétique du virus. Donc, ça, c'est des études génétiques parce que le virus mute progressivement. Et donc, quand il y a une chaîne de transmission, il y a certaines mutations qui s'accumulent. Donc, ce que vous voyez, c'est une sorte d'arbre généalogique du virus où les frères, entre guillemets, sont proches et puis les cousins de plus en plus éloignés sont de plus en plus loin, les cousins du virus. Donc, ce qui est intéressant ici, ça a été fait pour la région de Seattle, c'est qu'en fait, le gros cluster que vous voyez au milieu de virus apparentés correspondent tous à des cas de la région de Seattle. Donc, ce qui fait suspecter qu'il y a eu un patient zéro, entre guillemets, qui a répandu ensuite le virus dans toute la population. Alors, chez nous, on parle aussi beaucoup de qui est le patient zéro, etc. Bon, outre le fait qu'à ce stade où il y a plusieurs milliers de personnes qui l'ont sur le territoire, ce n'est pas très utile comme information et on ne va pas en faire grand-chose, à part si on découvre qu'il est ch'ti ou marseillais ou d'origine d'un pays et les gens vont être désagréables. Mais à part ça, on ne fera rien de cette information. Mais en plus, il n'y en a probablement pas vraiment en fait, de patients zéro, puisque les cas issus de pays européens que vous voyez en jaune et en vert sont en fait assez mélangés. Donc, il n'y a pas un pays où tous les patients issus d'un seul pays qui seraient représentés d'une couleur sur cet arbre phylogénétique seraient tous dans la même famille du virus. Donc, il y a eu probablement une circulation, des introductions multiples entre les pays. Donc ça, on a parlé de ce qui se passait avant que les patients entrent en contact avec le système de santé. Qu'est-ce qui se passe après quand ils récupèrent? On a parlé de l'immunisation, on a parlé aussi de la sérologie et des risques de réinfection éventuelle. Donc ici, sur presque 200 patients, ils ont trouvé une équipe chinoise a trouvé des anticorps neutralisants, déjà in vitro, qui neutralisent le virus, sur l'immense majorité d'entre eux. Vous pouvez voir en haut à droite la cinétique d'apparition de ces anticorps qui apparaissent autour de J10. Et puis en bas à droite, vous voyez que les patients plus âgés ont plus d'anticorps. Donc ceux qui font des formes plus graves ont plutôt plus d'anticorps que les autres. Donc c'est plutôt rassurant vis-à-vis des questions de réinfection. Alors c'est aujourd'hui, donc le virus a peu muté pour le moment. Qu'est-ce qui se passerait dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans s'il revenait de façon saisonnière comme la grippe, avec une pression de sélection? C'est difficile de dire à ce stade, on verra. Mais en tout cas, aujourd'hui, il n'y a pas trop de crainte à avoir de réinfection. Donc là, c'était juste un zoom sur les patients qui n'ont pas développé d'anticorps. Donc c'est plutôt des patients jeunes qui ont fait des formes pas très graves, mais qui sont vraiment minoritaires et qui ont réussi à récupérer même sans avoir d'anticorps. Alors ça, c'est l'étude dont je vous parlais tout à l'heure sur la dégradation des masques dans différentes conditions de stérilisation ou de décontamination, en tout cas. Donc ici, ce que vous pouvez voir sur le graphe en bas à gauche, c'est que la vapeur est pas très bonne pour le masque. Donc c'est des masques FFP2. Vous voyez que les températures élevées de 125 degrés peuvent baisser l'efficacité de l'action, alors qu'à 75 degrés, donc ce qui est suffisant pour tuer le virus, il n'y a pas de dégradation du masque et on peut le traiter plusieurs fois sans qu'il soit abîmé. Ça peut être assez important si vous avez besoin de recycler des masques, de les porter pendant longtemps, etc. et que vous avez peur qu'il y ait du virus dessus et que vous pourriez, à force de respirer, le
le détacher et l'inspirer, vous pouvez régulièrement décontaminer un masque de cette façon. Ça, c'est des détections qui ont été faites dans un secteur d'isolement en Chine. Donc là, c'est des patients qui avaient tous le Covid, qui étaient dans des chambres de 3, que vous voyez au milieu, et puis il y avait une vingtaine de chambres organisées en L, comme vous voyez à droite. Et donc les échantillons de surface positifs au niveau de cette unité sont, comme on peut s'y attendre, beaucoup au niveau des toilettes, de la salle de bain, où on touche beaucoup de choses. Mais il y a eu aussi du virus qui a été détecté, donc cette fois-ci par PCR, sur la poignée à l'extérieur des chambres et dans l'air du couloir. Ça vous donne une idée aussi de à quel moment vous pouvez un peu baisser la garde et retirer votre masque. Et a priori, c'est plutôt pas dans le couloir. Il faut attendre d'être un peu plus à l'écart pour relâcher son attention. Et enfin, un dernier travail qui recense les décès de nos confrères dus au Covid-19. Donc, comme on peut s'y attendre, c'est beaucoup les praticiens de première ligne qui ont subi ça, les médecins urgentistes et les médecins généralistes. Et c'est beaucoup des gens qui étaient au-dessus de 60 ans, parce qu'on a vu tout à l'heure, la mortalité est forte surtout chez les personnes âgées. Donc, il y a des gens qui sont des jeunes retraités qui ont repris du service en quelque sorte pour cette épidémie. C'est bien au sein des équipes de ne pas les exposer en première ligne. Et les examens cliniques réguliers, c'est bien qu'ils soient faits par quelqu'un d'autre de plus jeune, si possible. Et c'est tout pour l'actualité scientifique à publication rapide de cette semaine. Renaud, est-ce que tu veux dire un mot sur la situation sur le terrain et la prise en charge des malades en réanimation? Alors, nous, sur le terrain à Bordeaux, on a la chance d'être un petit peu préservé par rapport au Grand Est et à Paris. Vous savez tous que la situation dans le système de santé est tendue, qu'on est à flux tendu. Nous, on a la chance dans le Sud-Ouest d'être aux limites de nos capacités, mais de ne pas être débordés et de pouvoir même prendre des patients de Paris et du Grand Est pour essayer de les décharger un peu. Je pense que ta dernière diapositive, elle rappelle quand même la nécessité d'avoir des études bien faites en ville. Les médecins généralistes sont vraiment la première ligne de notre système de santé. Ils sont souvent oubliés des études cliniques qui sont faites et ça montre à quel point il faut faire attention à eux et que toutes les questions d'hygiène passent avant tout par la médecine de ville avant de penser à l'hôpital où là, il y a quand même des équipes d'hygiène et des facilités techniques et logistiques pour faire de la recherche. On peut également revenir un peu sur ces histoires d'immunomodulation parce qu'il y a eu plusieurs questions là-dessus. Il y a beaucoup de traitements immunomodulateurs qui sont à l'essai en ce moment. On a parlé des anti-IL6, des anti-IL1. Il y a des inhibiteurs de JAK, enfin tout un tas de traitements qui sont en cours d'évaluation. Pour ce qui est des statines, c'est un vieux débat dans le SDRA. Est-ce que les statines avec leur effet anti-inflammatoire ont un rôle ou pas dans le SDRA? Pour l'instant, il n'y a aucune preuve. Et donc, il n'est pas recommandé de les instaurer. On me demande également aussi s'il y a eu des essais d'inhibition lymphocytaire T. Alors, à ma connaissance, non. Mais ça rejoint aussi une autre donnée assez intéressante, c'est que les fumeurs seraient moins disposés à avoir des formes graves du Covid. Peut-être, c'est une des hypothèses, parce qu'ils auraient des lymphocytes T régulateurs plus actifs et plus habitués à avoir des agents infectieux. C'est aussi une des hypothèses qui a été avancée pour savoir pourquoi les enfants sont plus épargnés de formes graves que les adultes. Peut-être qu'ils auraient des lymphocytes T régulateurs un petit peu différents, un petit peu plus actifs, ou peut-être qu'ils auraient un pattern d'expression du récepteur de la CE2 un peu différent là-dessus. Donc ça, c'est quand même de la recherche. Et pour la prise en charge des malades à l'heure actuelle, que ce soit en médecine de ville ou en réanimation, on en reste à du traitement symptomatique. Donc, traiter la fièvre, traiter les symptômes, éviter l'infection autour d'eux. Et quand ils ont besoin de support ventilatoire, mettre de l'oxygène, essayer de leur éviter l'intubation quand c'est possible. Pour les intuber, faire très attention à soi quand on en est là. Donc, effectivement, le système des Italiens est peut-être un petit peu compliqué, mais mettez des cagoules, mettez des masques, mettez des lunettes si vous avez à intuber ces malades-là. Et puis après, c'est du traitement symptomatique habituel. En termes de logistique, comment est la situation? Il y a des soucis, il y a des matériels qui manquent, il y a des choses comme ça ou ça va? Alors, il y a des soucis. Nous, les masques, c'est pas vraiment un problème parce qu'on a fait attention à les économiser très tôt. Là, on est en tension sur les surblouses. Voilà, ça dépend un peu des stocks locaux. Il y a une tension nationale sur tous les produits de santé et tous les équipements de protection.
il n'y a pas de recommandations et pas de, à ma connaissance, de réseau logistique clair pour les médecins en ville qui font chacun un peu ce qu'ils peuvent en essayant de s'entraider entre eux. Et après, sur les médicaments, il y a eu une rupture de l'opinavir, ritonavir en solution buvable qui nous a pas mal gêné, comme nos patients ont des sondes nasogastriques. Alors, la forme féroce est possible, mais bon, il n'y a pas de, il n'y a aucune donnée de pharmacocinétique, il n'y a pas de donnée d'efficacité. Donc, voilà. Mais malgré tout, ce médicament est en manque. On commence à manquer de curare au niveau national. Et vous le savez tous, il y a aussi un manque de midazolam avec des recommandations de la Société de soins palliatifs de pouvoir switcher pour prendre d'autres molécules, du diazépam ou du bromazépam. D'accord, merci Renaud. Merci à tous qui nous avez suivis. Je propose de nous arrêter là pour cette semaine. On sera ravis de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau point d'actualité épidémiologique et scientifique similaire à la même heure. Puis entre-temps, s'il y a des choses très importantes qui sortent, on pourra faire un point d'étape. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Merci, au revoir.